Matin. J'ai regardé ce matin l'avancement sur le remplissage des formulaires. On va dire que c'est pas trop mauvais depuis vendredi, ça progresse un petit peu. Mais il me semble qu'il y a encore pas mal d'étudiants et étudiantes qui n'ont pas renseigné la fiche projet. Voilà. Donc, je vous rappelle, certains sont encore en discernement, la limite étant pour le 30 novembre. Oui, c'est exact. La limite étant pour le 30 novembre, je suis d'accord avec vous. Je me permets juste de vous faire un petit rappel. Question d'éviter après les retardataires. Puisque, comme je vous l'ai dit, dès que j'aurai l'ensemble des fiches remplies, je vais devoir procéder à l'affectation des professeurs qui vous suivront lors de ce projet-là. Et donc, j'ai un petit peu de travail là-dessus parce que nos professeurs suivent déjà des stagiaires, suivent des projets de deuxième année, et il va falloir maintenant qu'ils rajoutent à leur liste des étudiants de première année. Voilà, donc il faut que j'équilibre un petit peu tout ça pour que ce soit équitable sur l'ensemble du corps professoral. Voilà un petit peu le... ok, merci. Bien reçu, on fait au plus vite. Très bien. Voilà un peu où on en est par rapport au projet. Alors, je vous ai dit que j'allais faire avec vous un point toutes les semaines concernant ces cours-là en distanciel, aussi bien le mien que celui des autres professeurs. Donc l'idée, c'est que voilà, quand vous avez si vous avez un réel souci, un réel problème, il faut m'en faire part de telle sorte à ce qu'on puisse régler les problèmes et qu'on puisse continuellement améliorer cet enseignement à distance. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va se terminer. On a normalement cette semaine, on s'attend à un discours présidentiel qui peut-être nous permettra d'en savoir un peu plus sur comment vont se poursuivre les enseignements en grande école et à l'université. Voilà, donc, si vous vous souvenez bien, la fois dernière, nous avons donc entamé le chapitre qui s'intitule Interpolation polynomiale. Et on va donc, bien entendu, poursuivre aujourd'hui sur ce chapitre-là et passer un peu de temps à bien comprendre la partie MATLAB, c'est-à-dire la partie qui concerne la programmation. Alors, la programmation de l'interpolation polynomiale. Très bien, donc, bonjour monsieur, pouvez-vous envoyer le support de cours du nouveau chapitre? Oui, tout à fait. Je vous l'enverrai donc aujourd'hui, puisque je l'ai encore mis un peu à jour ce matin. Donc, je vous l'enverrai après le cours d'aujourd'hui. Voilà. Alors, bien entendu, au départ, je n'avais pas décidé de procéder de cette façon-là. Je me suis dit que je vous l'enverrai une fois qu'on a terminé tout le cours avec les TD. Cela dit, bon, j'ai changé un peu de trajectoire puisque je pars du principe que vous êtes responsable et que lorsque vous avez des exercices à faire, vous prenez le temps d'y réfléchir et de voir la correction par la suite. Voilà.
d'autant plus que, comme vous l'aurez remarqué, les corrections ne sont pas très détaillées, puisqu'effectivement, je fais le détail des corrections lors de nos cours télé. Voilà. Donc, oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez pu voir avec Monsieur Benkarat si on pouvait refaire le projet avec lui? Alors, donc, vous avez travaillé avec quoi, sur quoi avec Monsieur Benkerat? Sur les pictogrammes de l'application? Vous avez travaillé avec lui sur les pictogrammes quand vous étiez en deuxième année prépa? En première année prépa et deuxième année prépa. Donc, ça veut dire que c'est un projet sur lequel vous avez bien avancé? Oui. Et l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est d'aboutir sur quoi? Bah, je sais pas. Le développement de l'application. Donc, ça veut dire que bah, ça fait déjà 2 ans que vous travaillez dessus, donc il reste encore des choses à faire? Bah, parce qu'on avait une sorte de continuité en fait avec ce projet. D'accord. Bah, écoutez, moi, je suis pour la continuité des projets qui tiennent la route. Donc, vous pouvez considérer que c'est à peu près acté. D'accord? D'accord, merci monsieur. Par contre, vous me remplissez quand même la fiche. La fiche des projets? Ouais. Ok, d'accord. Et donc, ça s'inscrirait, si on arrondit un peu les angles, ça s'inscrirait dans quelle thématique? C'est-à-dire, monsieur? Par rapport aux thématiques qui sont celles des projets, sur lequel vous voulez continuer à travailler, vous, est-ce qu'on pourrait à peu près l'inclure laquelle des thématiques serait le plus proche de ce projet-là par rapport aux thématiques proposées? Aucune. C'est pas de l'énergie, c'est de la mobilité autonome. Ouais, mobilité autonome, je pense. Et pourquoi ça s'inscrirait dans la mobilité autonome? Parce que c'est quoi? C'est du traitement d'image? Non, parce que, en fait, c'est une application qui aide les personnes handicapées et aussi les enfants qui ont des problèmes à s'exprimer. D'accord, donc ça veut dire que c'est une application qui rentre dans le champ des applications de communication visuelle. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc on peut considérer que ça rentre dans cette thématique-là exceptionnellement pour vous. D'accord, très bien. Merci. Ok, très bien. Donc il est l'heure. On va donc démarrer le cours. Alors, donc je vais présenter maintenant l'intégralité de mon écran. Voilà. Et donc, la dernière fois, alors on s'était donc, on a donc introduit l'interpolation polynomiale et vous avez tous bien compris de quoi il s'agit. Donc, au fait, on dispose de quelques points et on va donc construire un polynôme qui passe par ces points-là. D'accord? Donc, en soi, ce qu'on cherche à faire est relativement simple à comprendre. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de difficulté particulière. Alors, pour reprendre un petit peu les choses et rendre les choses bien sûr claires pour tout le monde, on va donc reprendre un petit peu le b.a.-ba de cette interpolation polynomiale. Alors, on va bien entendu commencer par des choses très simples. Alors, c'est quoi la chose la plus simple qu'on peut avoir? C'est, bon, ben, on a 2 points ici, comme vous le voyez sur ce transparent, et on va donc tout simplement construire le polynôme qui passe par ces 2 points. Donc, vous avez bien compris, j'ai 2 points, ça veut dire que je vais avoir un polynôme de degré 1. Donc, de manière générale, quand j'ai n points, ça veut dire que je vais pouvoir construire un polynôme de degré n-1. D'accord? Donc, ici, j'ai 2 points. Ben, je vais pouvoir construire un polynôme de degré 1. C'est quoi un polynôme de degré 1? Ben, c'est quelque chose que vous savez déjà depuis le lycée. C'est tout simplement une droite. Y égale ax plus b. Donc, on a le point x0, y0, x1, y1
on va donc pouvoir construire cette droite-là. Cette droite-là, elle a comme coefficient directeur A, qu'on peut donc tout simplement calculer en calculant tout simplement la pente de notre droite, c'est-à-dire y0 moins y1 divisé par x0 moins x1. Et enfin, mettre la valeur de A dans l'une ou l'autre de ces équations-là pour obtenir B. Et on va donc avoir en définitif y égale ici à A que multiplie x plus B. Donc cette première écriture que vous avez ici, c'est une écriture très classique, c'est celle que vous avez toujours utilisée quand vous avez établi l'équation d'une droite. Vous voyez bien que cette écriture-là, si on développe ici le deuxième terme et qu'on regroupe les y0 et les y1, on va se retrouver avec la deuxième écriture que vous avez ici, dans laquelle on retrouve quoi? On retrouve la structure d'un polynôme construit à partir des polynômes de Lagrange. Donc ici, on va avoir un premier polynôme de Lagrange. Ici, on va avoir un deuxième polynôme de Lagrange. Chacun de ces polynômes est multiplié par l'ordonnée. Donc ici, par y0, celui-ci par y1. On a donc ici deux polynômes de Lagrange. Vous voyez bien que ces deux polynômes de Lagrange, ils sont de degré 1. Voilà. Et c'est donc la somme de ces polynômes-là pondérés qui va donc nous donner notre polynôme d'interpolation. Donc ça, c'est à la portée de... là, si je prends un lycéen... oui, voilà, je prends un lycéen en classe de seconde, il est capable de comprendre ce qui est marqué sur ce transparent. On va donc maintenant aller un petit peu plus loin et on va dire, voilà, prenons un autre exemple avec cette fois-ci 3 points. Donc j'ai 3 points, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir construire un polynôme de degré combien? 2, exactement. 2. Ce polynôme de degré 2, c'est ça qu'il faut bien comprendre, va résulter de la somme de 3 polynômes de degré 2 qu'on appelle les polynômes de Lagrange. D'accord? Donc, pour revenir à cette construction-là, vous pouvez toujours vous référer à ce qu'on avait vu dans le cours la fois dernière. Pour une fonction définie par 3 points de colocation, le polynôme de Lagrange est une parabole d'équation P2 de x avec ici, bien sûr, y0, y1 et y2. Alors, donc ici, j'ai 3 points. Donc, vous avez tous bien reconnu qu'effectivement, j'avais, alors, on va l'écrire, voilà, que j'avais bien ça correspond à x indice 0. Celui-ci correspond à x indice 1. Voilà. Et ça correspond à x indice 2. Et bien entendu, avec les ordonnées respectives, c'est-à-dire ça, c'est y indice 0. Voilà. Ça, c'est y indice 1. Et puis ça, c'est y indice 2. Voilà. Donc, partant de ces 3 points, je vais pouvoir construire les polynômes de Lagrange avec, bien sûr, la logique qu'on a vue la fois dernière. C'est-à-dire que quand je construis le L indice 0, j'ai au dénominateur x indice 0 moins x indice 1, x indice 0 moins x indice 2. Quand je construis le L indice 1, ça veut dire qu'au dénominateur, j'ai x indice 1 moins x0, x indice 1 moins x indice 2. Et enfin, quand je construis celui-ci, le L indice 2, j'ai x indice 2 moins x0 que multiplie x indice 2 moins x indice 1. Et bien entendu, ce que je remets au numérateur, quand j'ai du x0, ça devient du x.
Quand j'ai du x1, ça devient du x. Et quand j'ai du x2, ça devient du x. Donc, je me retrouve bien avec 3 polynômes de Lagrange. Et en fin de compte, ces 3 polynômes de Lagrange que vous avez ici, ben, il va falloir les pondérer avec les y0. Donc, ici, avec 1. C'est ce y0 que j'ai là. Ici, avec 5, qui correspond donc à y indice 1, qui est là. Et enfin, ici, avec 17, qui correspond au y indice 2 que j'ai ici. Je vais donc construire mon polynôme final d'interpolation. Et après simplification, donc une fois que j'ai simplifié l'expression de ce polynôme, ben je me retrouve ici tout simplement avec p de x égale à x au carré plus 1. Et vous reconnaissez dans ce graphe, qu'est-ce que vous reconnaissez? Les points d'interpolation qui sont là, en rouge, et le polynôme qui passe par ces 3 points. Voilà. Donc, rien de compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on va procéder avec MATLAB, on va construire l'ensemble des points, voilà, l'ensemble des points de cette courbe bleue. C'est-à-dire qu'avec MATLAB, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire qu'avec MATLAB, on ne va pas construire l'équation du polynôme, mais on va construire l'ensemble des points, un ensemble de points par lequel passe le polynôme. Comment on va construire cet ensemble de points-là? Ben, on va le construire à partir des points d'interpolation qui nous sont donnés par tout simplement le cahier des charges, c'est-à-dire, voilà, j'ai mené une expérience, j'ai des points de mesure, et je vais donc construire le polynôme qui passe par ces points de mesure. D'accord? Voilà, donc, ouais, on en était la fois dernière, vendredi dernier, on s'était donc arrêté à l'algorithme en langage MATLAB. Et pour bien comprendre l'algorithme en langage MATLAB, on va d'abord regarder un petit peu ce document que j'ai rajouté ce matin pour rendre les choses un petit peu plus claires. Alors, on va un petit peu réfléchir déjà sur ce document-là. Voilà. Donc là, vous avez... Bon, oubliez cette histoire, 5 points. Voilà. Donc là, vous avez interpolation polynomiale. On va donc construire ici un polynôme qui va passer par combien de points? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce polynôme qui va passer par ces 5 points, il sera de degré combien? 4. Exactement. Il sera de degré 4. Et ça veut dire donc que je vais construire ce polynôme à partir de 5 polynômes qu'on appelle les polynômes de Lagrange. Vous voyez comment je construis le premier, comment je construis le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 5e. Cette logique de construction-là, vous l'avez tous bien comprise, et on a fait d'ailleurs un petit exercice là-dessus la fois dernière. Donc ici, le polynôme que je vais construire, ça va être, d'un point de vue mathématique, P indice 4, 4 comme étant le degré de ce polynôme, qui va donc être égal à une somme de K égale à 0 jusqu'à 4, de Y indice K, L indice K de X. Jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Vous voyez bien que L indice 2, ben c'est celui qui vient là. L indice 1, c'est celui qui est écrit ici. L indice 0, c'est le premier polynôme que j'ai là. Et le L indice 4, c'est le dernier polynôme que vous avez ici. Et donc, le polynôme d'interpolation, le P4 de X, qui passe donc par ces 5 points, lui, sera obtenu en sommant les polynômes de Lagrange
pondéré par les ordonnées des points de colocation. Alors maintenant, la difficulté dans ce chapitre-là, la difficulté que j'ai constatée, depuis le temps que j'enseigne ce module, et plus particulièrement ce chapitre, c'est que sur le plan mathématique, ça se passe bien, et après ce qui se passe, c'est quand on fait la transition sur le plan informatique. Alors sur le plan informatique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc construire aussi un polynôme, mais alors comment est-ce qu'on va travailler sur le plan informatique? On a dit que sur le plan informatique, on allait prendre les points de colocation et on allait les stocker dans un vecteur grand X et dans un vecteur grand Y. OK. Donc, deux tableaux avec lesquels on va travailler pour pouvoir programmer l'interpolation polynomiale. Et je vais faire quoi? Alors, une fois que j'ai défini mes deux tableaux X et Y, ben, il va falloir que je fasse cette construction-là, c'est-à-dire une somme pour chaque point X, une somme de k égale à 1 jusqu'à 5 de YK, Lagrange indice K, Lagrange lequel? Ben, indice K que je vais construire à partir des abscisses et que je vais construire bien sûr à partir de l'indice et que je vais évaluer sur un point X. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous comprenez comment je passe de ça à ça? Non, pas tout à fait. Monsieur, avec un changement de variable? Pas du tout. Je ne fais aucun changement de variable. Je transcris ce que j'ai ici mathématiquement, je le transcris sous forme de fonction algorithmique. Ok, d'accord. C'est tout. Ça veut dire quoi? En gros, les arguments qui est à l'intérieur de x carré x, grand X carré petit x, les arguments de LK et K, c'est l'argument de Y, si je comprends bien. Exactement. Donc, ça veut dire que tout simplement, je vais, dans un premier temps, construire mon interpolation polynomiale sous forme de deux fonctions. Une première fonction qui est celle-là. Cette première fonction, c'est quoi? C'est une fonction qui se focalise tout simplement sur un des polynômes de Lagrange. Quand par exemple je dis voilà, je veux construire le polynôme de Lagrange indice 2, d'accord? Là, ça veut dire qu'en fait, je vais me focaliser sur ce polynôme qui est ici. Celui qui n'est pas écrit, mais qui se situe après L1x. Là. Quand je veux ensuite évaluer le polynôme de Lagrange sur un autre indice, ben, je vais rappeler la même fonction et je vais tout simplement changer l'indice. D'accord? Vous voyez bien que la différence entre ces polynômes-là de Lagrange que vous avez là devant les yeux, c'est quoi la différence qu'il y a entre eux? C'est qu'ici, je travaille avec l'indice 0, ici, je travaille avec l'indice 1, etc., jusqu'à l'indice 4. Alors maintenant, la première question, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Alors, est-ce que quelqu'un déjà peut me répondre parmi vous? Pourquoi est-ce qu'ici, mathématiquement, j'ai travaillé depuis l'indice 0 jusqu'à 4, et quand je suis passé sur l'implémentation informatique, j'ai travaillé de l'indice 1 à 5. Parce que sur MATLAB, on commence à 1, monsieur. Voilà, c'est exactement ça. Parce que sur MATLAB,
mes tableaux sont indexés à partir de 1. Voilà, il n'y a que ça à comprendre. Ça veut dire que quand ici je dis le L indice 0 mathématique correspond à quoi dans MATLAB? Il correspond au L indice 1. D'accord? Quand ici je dis mathématiquement le L indice 4, ça correspond à MATLAB au L indice 5. D'accord? Alors L indice 5, pourquoi L indice 5? Parce que tout simplement, ce Lagrangien L indice 5 sera multiplié par Y de 5, c'est-à-dire le Y indice 4 que j'ai ici dans la formule mathématique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, on va maintenant regarder un petit peu comment est-ce qu'on va construire la fonction qui fait tout simplement le polynôme de Lagrange. Donc on va la regarder. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un point X quelconque, d'accord? Et puis, elle lui soustrait les abscisses des points d'interpolation, elle les multiplie entre eux, elle divise tout ça par quoi? Par le point d'abscisse correspondant à l'indice du polynôme de Lagrange, moins les autres abscisses des points d'interpolation. Vous voyez que pour l'instant, ici, quand je calcule le polynôme de Lagrange, je ne fais que travailler avec les abscisses des points d'interpolation. Pour l'instant, je ne fais pas encore intervenir les ordonnées. Les ordonnées, elles interviennent quand? Elles interviennent au moment où je construis le polynôme d'interpolation, c'est-à-dire le polynôme d'interpolation P indice n, où effectivement à ce moment-là, je fais intervenir les ordonnées des points de colocation. Ok, alors on va voir ça tranquillement, parce que c'est toujours le point sur lequel les étudiants ont un petit peu de mal. On va voir un petit peu maintenant comment elle est écrite cette fonction MATLAB qui me donne le polynôme de Lagrange pour un point X quelconque à partir des abscisses des points de colocation et à partir de l'indice du polynôme de Lagrange. Alors, comment ça marche? Alors, il faut toujours vous référer à cette partie-là pour bien comprendre. Imaginons que, par exemple, je veuille calculer L1. Alors, on va partir de cet exemple-là. Imaginons donc que je veuille calculer L1 de 2. Voilà. Comment est-ce que je vais faire pour calculer L1 de 2? Vous voyez bien que je vais prendre 2, qui est ici X. Je vais lui soustraire les abscisses des points de colocation. Et je vais, bien sûr, après, diviser tout ce produit que j'ai ici par quoi? Par tout simplement un autre produit dans lequel je retrouve la soustraction de mes points de colocation, toujours à partir du point qui correspond à l'indice de mon polynôme de Lagrange. Donc, ça veut dire que si je regarde maintenant la fonction ici, vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que lorsque je vais calculer le polynôme de Lagrange en un point X et que je m'intéresse au polynôme de Lagrange indice K, vous voyez bien que je vais faire un produit en partant de I égale 1 jusqu'à K moins 1. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir X moins XI divisé par X
de K moins XI. Je vais passer ensuite K et je vais passer à K plus 1 jusqu'à N plus 1. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois que je calcule le Lagrange pour un indice K, ça veut dire que je vais partir de 1 jusqu'à K moins 1 et après de K plus 1 jusqu'à N plus 1. Monsieur, le I il reste toujours à 1 dans ce cas-là. Ah non, le I, lui, là, dans ma table, quand vous allez for I égale à 1 jusqu'à K moins 1, imaginons que je prenne par exemple Lagrange. Pardon, excusez-moi, monsieur. C'est le cas qui change pas. C'est le cas qui change pas. Voilà, imaginons qu'à un moment donné, j'appelle ma fonction Lagrange, que je peux évaluer pour un x quelconque. On va prendre par exemple pour x égale à 3. Voilà. Pour x égale à 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc appeler ma fonction Lagrange, mais Lagrange, il faut bien que je spécifie lequel des Lagrange que je vais utiliser parce que j'ai l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, etc., etc. Donc, je vais spécifier l'indice. Je vais dire là, je m'intéresse à l'indice 4. Voilà, c'est le cas qui est ici. Et je vais évaluer mon polynôme en 3. Et je vais pouvoir le faire avec comment? Ben avec un tableau que j'aurai au préalable rempli avec les abscisses de points de colocation. Et je vais donc appeler ma fonction comme ça. Donc, quand je vais appeler ma fonction Lagrange, ben, ce 4 que vous avez ici va correspondre au K que vous avez là. Donc, ça veut dire que je vais aller de I égale à 1 jusqu'à 3. Et après, je vais aller de 5 jusqu'à N plus 1. Ok, ouais. D'accord? Et puis, je vais utiliser quoi? Ben, je vais utiliser les abscisses des points de colocation qui sont dans le tableau grand X et que je vais récupérer ici. Grand X de I et ici grand X de K moins grand X de I. Ok, d'accord. Au final, comme je disais, c'est le cas que je n'arrive pas. Le cas, on le fixe dans les arguments. De toute façon. Ah ouais, je viens de voir. Vous voyez que le I ici, il ne peut pas valoir K. Non, c'est sûr, ouais. Non, c'était pas ça ma question, mais ouais, j'ai compris. D'accord. J'ai compris Donc, si j'ai bien compris, la boucle, elle permet de former un polynôme. Et en fait, chaque allitération va former un x1, x2, x3, x4 différents à chaque fois en fonction de l'indice de la boucle. Alors, cette fonction que vous avez ici, pour un point x donné et un indice donné, elle vous donne la valeur du polynôme de Lagrange. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je veux le polynôme d'interpolation, et c'est là qu'après vous allez, ça veut dire qu'en fait, je vais devoir sommer sur tous les polynômes de Lagrange, en allant de l'indice 1 jusqu'à n plus 1. Et avant de faire cette somme, je vais pondérer les polynômes de Lagrange avec les ordonnées des points de colocation. OK? Donc, il faut bien comprendre un peu cette construction qui, en soi, n'est pas du tout compliquée dès lors qu'on a compris que, alors, ce qu'on va faire pour que les choses soient très claires, on va reprendre, bien sûr, l'exemple que nous avons ici. L'exemple que nous avons ici avec 5 points, et par conséquent, on doit construire un polynôme de Lagrange, une interpolation polynomiale de degré 4, qui va se faire sur une construction de 5 polynômes de Lagrange qui sont, bien entendu, eux aussi de degré 4. D'accord? Donc là, par exemple, je vais réécrire ici. Alors, donc je vais avoir P4. Donc je prends l'exemple ici où j'ai une interpolation sur 5 points.
Voilà, 5 points. Je préfère bien insister sur cette partie-là parce que c'est la partie la plus compliquée. Alors, j'ai 5 points d'interpolation. Ça veut dire que je vais devoir construire un polynôme de degré 4 que je vais évaluer en n'importe quel point x. Je crois que ça aussi, il faut bien comprendre de quoi je parle. C'est que, voilà, hop, je vais tenter d'être le plus clair possible. Voilà. Donc, voilà mon premier point d'interpolation. Voilà mon deuxième. Voilà mon troisième. Voilà mon quatrième. Et voilà mon cinquième. Voilà. Donc, mon polynôme d'interpolation, hop, je vais le construire pour qu'il passe par ces 5 points. Donc, je vais prendre ici. Voilà. Hop. 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 Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Ici, sur l'axe des ordonnées, j'ai P4 de X. Et c'est quoi X? Ben, c'est tout simplement l'axe des abscisses ici, X. Voilà. C'est sur n'importe quel point X ici, hop, je vais évaluer la valeur du polynôme. Sachant que ces points particuliers qui sont les points rouges, je vais le faire en rouge, voilà, ces points-là, eux, sont des points qui sont les points. Celui-là, c'est X1. Celui-ci, c'est X2. Ce sont les abscisses des points d'interpolation, ceux qui sont issus de la mesure. Celui-ci, c'est X3. Voilà. Voilà. Celui-ci, c'est X4. Vous allez me dire, c'est bon, on a compris, mais il vaut mieux prendre le temps de bien expliquer cette partie-là. Je préfère qu'on fasse peu de choses, mais que vous les compreniez, que l'on fasse 1 milliard de choses et que vous ne compreniez rien. Voilà. Et en fin de compte, le X ici, indice 5, bon, je vais l'écrire là, hop, voilà. Donc voilà, j'ai donc ici mes 5 points, j'ai construit mon polynôme P4 de X. Alors, construire un polynôme P4 de X, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la valeur de ce polynôme pour n'importe quel point X ici que je prends sur l'axe des abscisses. C'est clair ce que je suis en train de dire? Voilà. Et donc, comment je vais le faire? Ben, je vais le faire ici comme étant une somme, voilà, de K égale 1 jusqu'à 5. Pourquoi de K égale 1 jusqu'à 5? Ben parce que j'ai 5 polynômes de Lagrange. Et comment j'obtiens donc en fin de compte cette valeur de P4 de X? Donc c'est une somme de K égale 1 jusqu'à 5 de Y le K que multiplie quoi? Que multiplie le Lagrange indice K, donc c'est le K que vous avez ici, K, virgule quoi? Ben, virgule le point X pour lequel je cherche à évaluer mon polynôme. Voilà. À partir de quoi? À partir des abscisses des points de colocation qui sont contenus dans le tableau grand X. Voilà. Monsieur, Oui. j'ai une question. Pourquoi, quand vous avez fait LKX, vous avez répété LKX du coup fois
fois fois la fraction. Alors, très bien. Donc maintenant, je vais bien expliquer effectivement ce point-là. Donc ça c'est très très simple. Or, vous savez que en informatique, quand vous avez un produit à faire, d'accord? Comment vous faites un produit quand vous écrivez un programme? Vous initialisez déjà la valeur de votre produit à 1 et ensuite vous faites une boucle. D'accord? Donc vous voyez bien que ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir x moins x de 1 divisé par, alors, imaginons qu'on travaille avec l'indice, k égale à 2, par exemple, d'accord? Donc, je vais avoir ici au dénominateur x de 2, voilà, moins x de 1. Voilà. Et il faut que ça, là, il ne faut pas oublier que ça doit être multiplié par quoi? Par x moins x de 3 que divise x de 2 moins x de 3. Et je vais continuer comme ça. X ici moins x de 4 divisé par x de 2 moins x de 4. Vous voyez bien que ça vient multiplier ça. Donc la première fois, j'ai quoi? J'ai LK de x qui vaut 1. Et après, qu'est-ce que je fais? La nouvelle valeur de LK de x, c'est 1 que multiplie cette quantité. Et ensuite, quand je vais itérer une nouvelle fois, ben, ça va être cette quantité-là que va multiplier cette quantité. Et je stocke ça dans LK de x, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle j'initialise ici LK de x à 1, et après, je rentre dans la boucle et je dis que le nouveau LK de x, c'est l'ancien LK de x multiplié par cette quantité-là. Et je réitère. Est-ce que ça c'est un peu plus clair pour vous? Oui ou non? Oui, merci. Alors justement, cette partie-là, je crois que c'est une partie au fait qui n'est pas toujours très bien comprise par les étudiants. Et c'est la raison pour laquelle ce que l'on va faire, on va faire une petite parenthèse pour l'instant sur le cours et on va passer justement sur MATLAB. Voilà. Je pense que ça c'est important. Je ne l'ai pas fait les années précédentes, mais je pense que c'est utile que je le fasse. Monsieur, Oui. j'avais une question sur l'algorithme. Oui. Donc, le polynôme, il est formé par la première boucle, qui va à chaque fois créer un facteur, donc qui vont se multiplier les uns les autres à la fin. Voilà. La deuxième boucle, à quoi sert-elle? Ben, la deuxième boucle n'est que la suite de la première. C'est juste que la première, comme vous le voyez, la première, je m'arrête à k-1 et je la reprends à partir de k plus 1. Au fait, ça, c'est une même boucle, sauf que je la découpe en deux. D'accord, donc pour faire les coordonnées qui sont les facteurs avec les coordonnées qui sont avant notre point et puis ceux qui sont après notre point, c'est ça? Exactement, voilà. C'est exactement ce que vous venez de dire. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment ça marche algorithmiquement un produit. Parce que ça, une somme, vous savez faire, mais un produit, c'est quelque chose de très simple, mais il faut l'avoir fait au moins une fois pour comprendre un petit peu comment ça marche. Imaginons que
alors, ce que je vais faire, je vais écrire ici. Imaginons, voilà, imaginons, vous êtes dans une salle d'examen. Voilà. Vous êtes dans une salle d'examen. Voilà, je vais carrément vous mettre dans un contexte bien particulier. Alors, imaginons que vous êtes, au fait, voilà, vous avez tous, en fin de compte, trouvé un super job chez Airbus. Et donc, vous vous présentez, voilà. Et bien entendu, il y a un poste et il y a bien sûr, je ne sais pas, allez, on va un petit peu exagérer, et il y a 100 candidats. Donc, qu'est-ce qu'il fait Airbus? Il se dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans une salle à tous ces candidats-là et je vais leur poser un petit problème numérique. Le premier qui arrive à le résoudre, ben, c'est lui qui décrochera le poste. Alors, c'est quoi le problème qu'il vous pose? Il est très simple. Alors, je vais vous le poser là. Alors, imaginons, je dis voilà, donc vous êtes tous devant un poste avec MATLAB et on vous demande d'écrire une fonction que j'appelle, on vous donne le nom de cette fonction, on va l'appeler multivec de x. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là? On lui communique x et elle nous donne tout simplement comme résultat x moins 2 que multiplie x moins 1 que multiplie x. Voilà. C'est pas compliqué. Si par exemple je vous dis que va valoir multivec de 4, qu'est-ce qu'elle doit répondre votre fonction? « 4 moins 2, 2, fois 3, 6, 6 fois 4, 24. » D'accord? Et donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de m'écrire en MATLAB cette fonction-là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'arrivez plus à parler? Alors, à chaque itération de la boucle, tu vois une partie de ton polynôme pour l'avoir en entier à la fin, tu dois multiplier les facteurs formés à chaque itération. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là de ce que je vous ai demandé? Est-ce que vous êtes capable de m'écrire la fonction MATLAB qui remplit les fonctionnalités que je viens de vous donner là, dans cet énoncé? Allez-y, dites oui, non, je ne sais pas, il me faudra beaucoup de temps. Mais enfin, moi en tout cas, je peux, mais on n'a pas MATLAB, justement. Non, mais moi, je veux que ce soit en MATLAB. Parce que dans la salle là où on va vous embaucher, c'est en MATLAB. Ils ne veulent pas que vous l'écrivez en C++. Bon, on peut l'écrire sur une feuille. On peut l'écrire sur une feuille et vous le mettre sur la caméra. Alors, comment on va faire? Déjà, on va travailler ensemble là-dessus. Ok. Ok, on va travailler ensemble. Et donc, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je ne vais pas vous laisser. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Et donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement, alors si vous le permettez, vous avez tous noté l'énoncé, c'est bon? Oui? Ok. Oui. Ok, très bien. Donc, vous avez noté l'énoncé, très bien. Alors, donc, je vais prendre, voilà, je prends quelque chose de blanc comme ça. Hop, je vais faire. S'il vous plaît. Comment? Vous pouvez remettre l'énoncé juste 2 secondes, s'il vous plaît. Attendez. Donc, déjà, hop,
l'énoncé, je l'ai effacé, donc il aurait fallu que vous le notiez. Bon, il est simple, l'énoncé. Je dis, je veux une fonction mulvec à qui je donne x et elle me restitue x moins 2 fois x moins 1 fois x. C'est comme si elle me faisait un mini factoriel. D'accord? Voilà. Alors, je vais un petit peu... je vais bien sûr... On va faire les choses bien. Je vais juste prendre la loupe. Voilà. Hop. Et donc, on va... Lecture pause. Qu'est-ce qu'elle a Alors, attendez, j'ai juste un petit souci. Hop. Avec la loupe. Pourquoi est-ce que la loupe ne marche pas? Utilisation de l'outil. Utilisation de l'outil pinceau sur zone de dessin. Excusez-moi, 10 secondes, le temps que je... Qu'est-ce qu'elle m'a fait, ce truc? Votre bien vidéo, je l'ai soumis. Ah, voilà. Ok, vous voyez tous bien mon écran? Voilà. Donc, voilà, très bien. Donc, voilà. Donc, ce que je vous ai demandé, c'est effectivement d'essayer de deviner un petit peu cette fonction. Voilà. Fonction y égale mulvec de x. Et je veux qu'elle me donne en sortie, je veux que y soit égal à x fois x moins 1 fois x moins 2. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais avoir un produit. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il va falloir que à la première itération, il faut que je multiplie par x moins 1 ou bien par x moins 2. Ensuite, à la deuxième itération par x moins 1. Et enfin, à la dernière itération par x. Et il faut tout simplement que je restitue ce résultat. Donc, quelle est la première des choses que je vais faire? Puisqu'en fin de compte, mon résultat final doit résider dans y. Ça veut dire que ce y-là, je vais l'initialiser à quelle valeur? Monsieur 1? Exactement. Je vais donc initialiser, comme vous l'avez dit, y à 1. Voilà. Y égale à 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Quelle structure je vais utiliser là, maintenant, après? Une boucle, exactement. Donc, cette boucle-là, on va dire qu'elle est indexée, une boucle. À chaque fois que vous utilisez une boucle, vous utilisez ce qu'on appelle un index de boucle. On va prendre I, on peut prendre K, on peut prendre P, J, ce que vous voulez, mais en tout cas, il vous faut un index. On va l'appeler I. Donc, on va dire que for I égale à quoi? Par pas de combien jusqu'à combien? Pour i égale à 1 déjà, c'est pas de 0. Alors, on peut effectivement le faire comme ça, mais imaginons que je commence, imaginons que je mette par exemple for i égale à 2 par pas de combien jusqu'à combien? Parce que j'ai envie de faire x moins 2 fois x moins 1 fois x. Donc, je vais écrire for i égale à 2. Donc, au départ, il va valoir 2. Après, il va valoir combien? Bah après, si on met i plus 1, il vous vaudra 3. Et si je mets i moins 1? On va le faire aller jusqu'à 0 et au lieu d'incrémenter de 1, on va décrémenter de 1 à chaque fois. Voilà. Donc, ce que je vais tout simplement faire comme boucle, on aurait pu très bien faire celle que vous avez proposée, mais je préfère aussi qu'on fasse celle-là. For i égale à 2 par pas de moins 1 jusqu'à 0. D'accord? Donc, au départ, il va valoir 2. Après, il va valoir combien? 1. Après, il vaudra 0. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire à l'intérieur de cette boucle?
Si on va définir la fonction, c'est x moins 2 fois x moins 1 fois x. On va écrire y est égal à y fois x. Oui, c'est ça. Allez-y. Y égale. Y fois Oui. x moins 2 fois x moins 1 fois x. Ça, c'est ce que va faire la boucle. Mais c'est quoi le code que je vais écrire à l'intérieur? Puisque j'ai le i. Comment je vais Moins écrire? I. Moins i, oui, c'est moins i. Voilà, Alors que- oui. voilà, exactement. Donc, je vais écrire en fin de compte y égale à y que multiplie quoi? Fois x moins i. Voilà, que multiplie x moins i. Et le tour est joué. Y vaut quoi? Il vaut y, l'ancienne valeur d'avant, que multiplie x moins i, et le tout est de nouveau stocké dans y. Et je reboucle. Donc la première fois, je vais avoir 1 que multiplie x moins 2. Donc ça va me donner x moins 2. À la deuxième itération, y qui vaut x moins 2 sera multiplié par x moins 1. Donc, et on va stocker x moins 2 fois x moins 1. Et enfin, à la troisième itération, on aura x moins 2 fois x moins 1 que multiplie x moins 0, c'est-à-dire x. Et je vais restituer mon résultat. Monsieur, si on n'avait pas mis y égale à 1, il aurait commencé à 0, et du coup, la fonction, elle aurait rien retourné. Si on n'avait pas initialisé y du tout, on aurait ce qu'on appelle un bug. C'est-à-dire que il va faire y. La nouvelle valeur de y, c'est l'ancienne. Mais l'ancienne, on ne l'a jamais initialisée. Ouais, donc y égale à 0, ouais. Donc le produit, il sera nul. Et si j'avais mis y égale à 0, je me serais toujours retrouvé avec 0. Ok. D'accord? C'est pour ça que quand vous avez un produit, je commence toujours l'initialisation du produit par 1. Ouais. Voilà, ça c'est un réflexe qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir. Si j'avais une somme, imaginons qu'on avait somme. Ouais, de toute façon, qu'on mette 0 ou 1, ça revient même. Ah, non, pas du tout. Si j'avais une somme, j'aurais été obligé de l'initialiser à 0. Ouais, si. OK? Si, ouais. Si je voulais x moins 2 plus x moins 1 plus x, il aurait fallu que ce y, je l'initialise à 0. Ouais. Parce qu'il faut le x aussi, ouais. D'accord? Alors que là, en fait, non, ce n'est pas une somme que je voulais, c'est un produit. Alors, comme c'est un produit, ça veut dire que au départ, je vais l'initialiser avec l'élément neutre 1. OK? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors maintenant, c'est maintenant qu'on on va essayer on va aller maintenant un tout petit peu plus loin. Donc maintenant, si on regarde bien, alors je vais donc maintenant, si je viens dans la fenêtre des commandes ici, voilà, je vais faire, imaginons que je prenne par exemple mulvec de 4. Vous l'avez tous bien compris. Mulvec de 4, il va me répondre 24. Attendez, je ne sais pas pourquoi elle m'énerve cette loupe. Voilà, mulvec de 4 égale 24. Voilà, mulvec de, je sais pas, de 6, ben vous avez tous bien compris, il va simplement faire 6 fois 5 fois 4. Alors maintenant, et c'est là qu'on va un petit peu sortir du cadre mathématique pour aller plus vers le cadre un peu plus informatique. Imaginons que maintenant, le x que je donne à cette fonction, ce n'est pas un nombre, c'est un vecteur. Imaginons. Le x, maintenant, je vais dire que le x que je donne à cette fonction, je vais le définir comme étant égal à 3,2. On doit prendre deux équations dans ce cas-là, monsieur. Voilà. Donc,
Imaginons que maintenant je communique à Mulvec le vecteur 3, 2. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un pourra me répondre? On doit prendre deux équations. On doit prendre Y et une autre équation. Non? Non. Monsieur, on va faire deux boucles. Non. Alors, c'est là que maintenant, normalement, et c'est pour ça que maintenant vous allez bien m'écouter parce que cette notion de fonction MATLAB, elle est plus large que la notion de fonction au sens mathématique du terme. En maths, alors c'est pour ça que là je vais faire une petite parenthèse. On ne doit pas faire une équation sous forme matricielle, monsieur? Alors, j'y arrive. J'y arrive. Ok, j'y arrive. Alors, comment est-ce que d'habitude on travaille en mathématiques quand vous dites, voilà, Y égale à f de x, ben, ça veut dire que tout simplement, vous donnez une valeur x à votre fonction, elle mouline cette valeur, elle vous restitue la valeur y. D'accord? On peut très bien imaginer x comme étant plusieurs variables. Par exemple, vous avez aussi des fonctions à plusieurs variables, y égale à f de x, y et z. Et puis à l'intérieur de la fonction, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mouline ces trois variables, x au carré, moins 3y plus z, et on restitue un résultat. D'accord? Ça, c'est mathématiquement, c'est toujours comme ça qu'on travaille. Avec MATLAB, au fait, on peut déborder ce cadre mathématique et imaginer que si par exemple, je reviens à cette fonction x, si par exemple ma fonction x ici consiste tout simplement à mettre au carré x, donc ça veut dire que quand je lui dis que vaut f de 2, ben, MATLAB va me répondre, ben, ça vaut 4. Très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est pas seulement f de 2, je veux f d'un vecteur où j'ai deux éléments. Par exemple, j'ai 1 et 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec MATLAB? Lui, comment il comprend les choses? Il dit, ben, le f de ce vecteur-là, ben, je vais donner comme réponse un vecteur. Et qu'est-ce que je vais donner comme vecteur? Ben, je vais faire la même fonction à chacun des éléments de ce vecteur. 1, ben, je vais l'élever au carré, je vais lui redonner 1. Et 3, ben, je vais l'élever au carré et je vais lui répondre 9. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, je vais appliquer la fonctionnalité aux éléments du vecteur x. Si x contient qu'un élément, ben, c'est la fonction mathématique classique. Si x contient plusieurs éléments, ben, je vais appliquer cette fonction à chacun des éléments de ce vecteur x. Donc ici, si je veux que MATLAB, si je veux appliquer ce que je viens de vous expliquer à ça, Mulvec, si j'avais fait Mulvec de 3, tout court, Mulvec de 3, là par exemple, Mulvec de 3, qu'est-ce qu'il me répond MATLAB? « 6. » D'accord? Et si j'avais fait Mulvec de 2, il va me répondre 0. C'est normal puisqu'on a 2 moins 2 que multiplie 2 moins 1 que multiplie 2. Donc ça veut dire qu'au fait, en lui donnant 3, 2, là, le vecteur 3, 2, il m'a répondu, si je le fais séparément, il m'a répondu 6 pour 3 et 0 pour 2. Bon, alors moi, ce que j'aimerais, c'est lorsque je vais lui mettre Mulvec, comme ça, entre parenthèses, je vais lui donner cette fois-ci un vecteur, pas juste un élément, un vecteur, donc ici 3, point virgule 2, ben, j'aimerais bien
qu'il me réponde par un autre vecteur qui contient quoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qui contient le résultat de la fonction. C'est-à-dire? Ouais. Je sais pas là. Je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que ce que je veux, si je lui dis, voilà, mul, vec, et cette fois-ci, je lui ai donné comme argument un vecteur, donc 3 et 2, ben, je veux qu'il m'applique le traitement à 3 et je veux qu'il applique à 2. Donc, je voudrais qu'il me réponde quoi? Ici. Six et 0. Voilà, exactement. Je voudrais qu'il me réponde 6 et 0. D'accord? Sauf que si je le fais, là, tel quel, comme ça, il ne va pas le faire. Voilà, il va me dire, vous avez une erreur dans votre code, je ne peux pas faire ce que vous voulez parce que tel que vous m'avez écrit cette fonction, je m'attends à ce que x soit tout simplement un réel et pas un vecteur de 2 ou de 3 ou de 4 réels. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce que moi je vais lui dire? Je vais lui dire non, non, mais moi, ce que je veux, c'est que tu appliques ce traitement-là à toutes les composantes de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, en fait, cette fonction-là, je vais tout simplement dire que c'est y égale à y multiplié point. Je vais tout simplement rajouter un point ici. Voilà. Ça signifie quoi le point, monsieur? On va y arriver. Et je vais faire un CTRL S. Voilà. Alors, le point là, pardon. Voilà. Et je vais faire un CTRL S. Là, maintenant, si je relance la dernière commande où je lui ai donné un vecteur, il va me répondre 6 et 0. D'ailleurs, si je lui mets par exemple mulvec de 4 et 3, qu'est-ce qu'il va me répondre maintenant? Allez-y, je vous écoute. « 24 et 0. Combien? 24 et 0. Ah non. C'est 4-2 ou 4-3, je vois pas. C'est 4, 3. 24 et 6. Qu'est-ce qu'il va répondre? 24 et 6. 24 et 6. Exactement. 24 et 6. Exactement. Il va me répondre 24 et 6. C'est exactement ça. Et si je lui dis 4, 3, point virgule 3, point virgule 4, qu'est-ce qu'il va me répondre? 24, 6, 6, 24. Exactement. 24, 6, 6, 24. Donc, ça veut dire qu'il a appliqué le traitement sur toutes les composantes de X. OK. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est et comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est que tout simplement, on lui a dit qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand je lui mets point multiplié, ça veut dire qu'au fait, il doit faire la multiplication pour tous les éléments du vecteur. C'est-à-dire que ici, lui, quand il voit le point multiplié et que je l'appelle avec 4, 3, 3 et 4, qu'est-ce qu'il fait lui à l'intérieur ici? Il dit voilà, je vais travailler avec cette fois-ci des vecteurs parce qu'il m'a mis un point multiplié, c'est-à-dire que je dois travailler avec des vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, donc on l'a appelé avec, alors je vais le noter ici, pour que les choses soient claires, 4, 3, 3 et 4. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À la première itération de la boucle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce vecteur X, qui est ici, d'accord? Il lui enlève 2, donc il va faire
2, 1, 1 et 2. Voilà. Et il le multiplie par quoi? Par 1, 1 et 1. Ce 1 qui est ici, ce Y qui est là, devient à son tour un vecteur de la dimension de X. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec ce 2, 1, 1 et 2? Ben, il va le multiplier avec... il va enlever cette fois-ci 1, 1, 1 et 1. Donc, il va multiplier par 3, 2, 2 et 3. Donc, il va faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Et il va ensuite, à la dernière itération, multiplier tout ça, cette composante ben, par 4. Celle-là par 3. Celle-là par 3. Et enfin, celle-là et celle-là par 4. Et en définitive, il va me répondre quoi? Ben, il va me répondre 24, 6 et 24. C'est-à-dire qu'au fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement fait 2 fois 3 fois 4, ici 24, 1 fois 2 fois 3, 6, 1 fois 2 fois 3, 6, 2 fois 3 fois 4, 24. Donc ici, il m'a répondu 24, 6, 6 et 24. Ça veut dire qu'en définitive, MATLAB, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec ce qu'on appelle des opérations vectorielles. Il applique un traitement sur l'ensemble du vecteur. Monsieur, cet algorithme, il n'est pas coûteux en temps? Il n'est pas il n'est pas coûteux en temps et en complexité par hasard? Non, enfin, en termes de complexité, de toute façon, ça revient grosso modo à travailler sur chacune des composantes. Alors après, tout dépend du calculateur. Si le calculateur, c'est un simple processeur, ben, il va le faire de manière séquentielle. Il va traiter la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Si c'est un calculateur qui fait ce qu'on appelle du parallélisme, c'est-à-dire qu'il peut travailler en même temps sur chacune des branches, ben, il ira 4 fois plus vite. Oui, ça je m'en doute bien. Mais si on prend I égale à, je ne sais pas, 30 par exemple, c'est coûteux un peu, non? Ben, ça sera aussi coûteux que si je le faisais une par une. C'est tout. Okay. Alors, c'est là que maintenant, il va falloir que vous compreniez maintenant un petit peu la différence entre la multiplication matricielle et la multiplication standard. Donc, là, maintenant, je vais faire encore un petit topo ici pour bien comprendre le reste du cours. Imaginons que j'ai un vecteur A égal à 1, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4. Donc, c'est un vecteur colonne. 1, 2, 3, 4. Et j'ai un vecteur B égal à 2 fois A. Et donc, c'est quoi B? Ben, c'est tout simplement le vecteur A dont les composantes ont été multipliées par 2. OK? Donc, j'ai B et j'ai A. Et si maintenant je veux un vecteur C, et au fait, la multiplication composante à composante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux un vecteur C qui me donne 1 fois 2 pour la première composante, c'est-à-dire 2. Ensuite, 2 fois 4, 8 pour la deuxième. 3 fois 6, 18 pour la troisième. Et 4 fois 8, 32 et 32 pour la quatrième. Vous voyez bien que si je fais A fois B, est-ce que d'après vous, MATLAB va me donner le bon résultat? On va faire un calcul matriciel, non?
Si je fais A fois B, MATLAB va me dire, attention, là, vous me demandez de faire un calcul matriciel, mais sauf que je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire? Parce qu'il faut faire de l'autre sens. Je crois, non? Parce que si je veux faire un calcul matriciel, il aurait fallu que A soit un vecteur ligne et B un vecteur colonne. Et dans ce cas-là, il aurait fait ce qu'on appelle un produit scalaire. D'accord? C'est-à-dire, si je l'avais dit transpose de A fois B, ben là, il va faire tout simplement produit scalaire puisque j'ai un vecteur ligne qui est A et un vecteur colonne qui est B. Et il va faire le produit scalaire classique comme celui que je vous ai expliqué au premier cours, c'est-à-dire il va multiplier composante par composante et il va additionner et ça va donner, comme son nom le porte, un scalaire. Voilà, transpose de A fois B. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas faire un produit scalaire, je ne veux pas faire un produit matriciel, je veux vraiment faire quelque chose avec A fois B. Ben dans ce cas-là, je lui dis tout simplement C égale à A point multiplié par B. Pour lui dire comme quoi je ne veux pas faire un produit matriciel, mais je veux faire un produit normal, un produit standard. Et dans ce cas-là, il va vous donner un vecteur C qui, lui, contient les multiplications des composantes entre elles. Ben, c'est exactement le principe qu'on a ici dans cette fonction, et c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté le petit point qui est là. Vous pouvez redonner, s'il vous plaît, je suis désolé, l'instruction du petit point, c'est je prends chaque élément. C'est comment est-ce qu'on peut le traduire littéralement? L'instruction du petit point, ça veut dire que je prends chaque composante de A et je la multiplie par la composante qui lui correspond dans B. Et j'obtiens un résultat. Et je fais pareil pour toutes les autres composantes. Une question, monsieur. Oui. Pourquoi, dans ces cas-là, on n'a pas toujours utilisé le point dans des précédents calculs, etc. Parce que si ça résout plein de problèmes... Alors, pourquoi j'ai pas utilisé parfois, je l'ai utilisé, mais sans vous le dire. Ah, d'accord. D'accord? Ou bien, quand je ne l'ai pas utilisé, c'est parce qu'on avait affaire qu'à un scalaire et pas à un vecteur. Oui, je me doute, mais c'est vrai que je me dis, dans ces cas-là, pourquoi on n'aurait pas inventé une sorte de... Plutôt que mettre étoile et point, pourquoi pas on a inventé une notation qui aurait tout fait d'un coup? Ah, vous voulez, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas inventé un opérateur qui serait... Ouais. Ça se fait dans les littératures scientifiques. Parfois, on dit, voilà, on considère tel opérateur comme étant un opérateur vectoriel. Et on l'écrit. Mais ce n'est pas normalisé. D'accord. Okay. Voilà. OK. Donc, alors, maintenant, tout ça pour dire quoi? On va encore continuer un petit peu plus loin pour bien comprendre cette notion. Imaginons que, par exemple, je veux... regardez, imaginons, on va prendre quelque chose de très, très simple. Imaginons que j'ai des abscisses qui vont, par exemple, très simple, voilà, qui vont de moins 1 par pas de 0,01 jusqu'à 1. Je prends un petit exemple tout bête, et que je veux, au fait, je veux tout simplement la fonction f de x égale à x au carré. Donc, je veux tout simplement une parabole. D'accord? Vous voyez bien que si je lui dis y égale à x au carré, là, comme ça, x au carré, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me donner un élément de réponse? Vous, normalement, à quoi vous vous attendez quand Ça va pas marcher, il faut mettre le point. Exactement. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir faire un produit matriciel. Il va vouloir faire x matrice que multiplie x matrice. Or, il ne peut pas faire ligne fois ligne, parce que pour faire un produit scalaire, vous avez tous bien compris qu'il faut toujours avoir une quoi? Avec quoi? Une ligne colonne. Voilà, une ligne colonne. Donc ici, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Alors que moi, en fait, je veux pas faire de produit matriciel, je veux tout simplement que chaque abscisse ici soit élevée au carré.
C'est tout ce que je veux. Donc, je vais lui dire point. Et dans ce cas-là, il va me créer toutes les ordonnées. Et après, bien sûr, j'ai plus qu'à afficher le graphique de ces points-là. Voilà. D'accord? Donc, vous avez compris que quand je veux appliquer un traitement, pas seulement à un point, mais à plusieurs points, ben, il va falloir que j'utilise la notation point multiplié. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Il faut bien comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai insisté sur cet aspect-là, parce que qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant on regarde, on revient au cours. Voilà, revenons un petit peu au cours. Le Lagrange que vous avez ici, il va calculer la valeur du polynôme de Lagrange d'indice K pour une valeur de X. Mais si je veux qu'il le calcule pour plusieurs valeurs de X, ça ne pourra pas marcher comme ça. Et c'est la raison pour laquelle la fonction Lagrange, celle que je vous ai marquée ici, c'est une fonction que j'ai récupérée d'un livre. Cette fonction-là, telle qu'elle, elle marche que pour une valeur de X. Et si vous voulez la faire marcher pour plusieurs valeurs de X, vous allez être obligé de la réécrire avec tout simplement, ici, tac, le point multiplié. Le point multiplié. Donc voilà la fonction Lagrange qui va marcher pour plusieurs valeurs de X. Sinon, elle ne va marcher que pour une seule valeur de X. Donc ça, c'est Lagrange. Bon, après, on peut revenir dessus si c'est encore pas très clair pour certains. Donc voilà maintenant comment je vais construire le Lagrange d'indice K. Et bien sûr, pour construire mon polynôme d'interpolation, je vais faire une somme de K égale à 1 jusqu'à N plus 1. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais parcourir tous les indices K. Je vais à chaque fois appeler Lagrange avec l'indice K. Et je vais multiplier ça par Y de K. Et je vais bien sûr pouvoir calculer en fin de compte le polynôme pour un point X ou pour un ensemble de points X. Monsieur, une question, pourquoi vous avez mis N de points Comment? à la fin de la fonction interpole Lagrange. Pourquoi Oui. vous avez mis N de fois N de Parce fois qu'il y a le AND qui termine le for. Et il y a la N qui termine toute la fonction. Encore. Exactement. Et il y a le AND qui termine toute la fonction. Ok, ouais. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, comment je vais faire pour utiliser en fin de compte ce interpole Lagrange, qui utilise lui-même, bien sûr, Lagrange? Ben, c'est pas compliqué. Je vais tout simplement, la première des choses que je vais avoir à faire, c'est de définir les points de colocation, c'est-à-dire les points à partir desquels je veux que mon polynôme passe. Donc, je peux très bien, par exemple, dire, voilà, je vais définir ces points, je vais d'abord définir leurs abscisses. Donc, je vais dire, je vais avoir grand X, je vais avoir pour première abscisse moins 1, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite moins 2. Voilà. Là, j'ai défini les abscisses. Je vais définir les ordonnées. Donc, je vais dire que Y, c'est égal. Alors, quelle est l'ordonnée que j'associe à moins 1? Je sais pas, je vais associer 0. À 3, je vais lui associer 1. À 4, je vais lui associer 2. À 5, je vais lui associer 1. Voilà. Et enfin, à moins 2, je vais lui associer 3. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
donc je vais le faire ici. Donc, voilà, je vais déjà afficher ces points de colocation. Donc, je vais dire plot x, virgule y, virgule, avec un petit rang. Voilà. Donc, voilà les points par lesquels je voudrais que mon polynôme passe. D'accord? Alors, il y a certains qu'on ne voit pas bien, notamment celui-ci, parce qu'il faut tout simplement redimensionner les axes pour bien les faire apparaître. Donc, pour dimensionner les axes, je vais tout simplement… Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement… Donc là, je vois bien que ça part de moins 2 à 5. Ben, je vais le faire partir de moins 3 à 6, de moins 3 à 6 et de moins 1 à 4. De moins 3 à 6. Donc, je vais dire axis, c'est-à-dire redimensionne-moi les axes. Axis. 6. Comme c'est une fonction, ben, ça veut dire que je lui communique des choses toujours entre parenthèses et je vais lui communiquer le vecteur de redimensionnement des axes. Donc, on a dit, je vais le faire aller de moins 3 à 6 et de moins 2 à 4 sur l'axe des Y. Moins 2 à 4. Comme ça, je vais mieux… axis, oui, bien sûr, pas axis. Voilà. Donc, voilà. Voilà maintenant les points. Hein, on les voit mieux maintenant. Les points par lesquels je voudrais que mon polynôme passe. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais tout simplement garder ce graphe. Donc, je vais lui dire hold on. Hold on. Voilà. Et bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais maintenant construire le polynôme qui passe par ces points-là. C'est-à-dire que je ne vais pas obtenir son équation, mais je vais obtenir la valeur de ce polynôme sur un ensemble de points. Donc ici, typiquement, je vais aller, on va dire, je vais aller de moins 2, puisque c'est mon premier point de colocation, jusqu'à mon dernier point de colocation, qui est, donc quand je regarde ici, mon dernier point, qui se situe, lui, en… Donc, X, j'ai pris… alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris moins 1, 3, 4 et 5. Et j'ai pris un autre point en moins 2. Ah oui, alors je vais peut-être pas faire tout à fait comme ça, parce que là, c'est pas très propre. Je vais reprendre. Je vais reprendre grand X, là. Hop. Alors, voilà. Donc, je vais prendre moins 1, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 points de colocation. Et je vais prendre Y égale 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis là, je vais prendre… allez, on va prendre 4 ici. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tac. Je vais faire un plot. Voilà. Ici. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais refaire un petit axis comme tout à l'heure pour bien les visualiser. Tac. Je vais faire un axis. Voilà. Voilà, donc là, je vois bien maintenant mes points. 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier point, il est ici. Et donc, je commence en moins 1 et je termine en 6. Donc, je commence en moins 1 et je termine en 6. Ça veut dire que je vais maintenant construire le polynôme qui passe par tout, enfin, pas tous, mais un ensemble de points compris entre moins 1 et 6. Donc, ça veut dire que je vais construire un petit vecteur X. Voilà, je vais le faire partir de moins 1, part pas de 0,01,
jusqu'à 6. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais afficher maintenant le polynôme qui passe par ces, dans les abscisses, vont de -1 jusqu'à 6. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui dire de faire un plot. Alors déjà, de faire un hold on pour garder ce graphe. Hold on. Voilà. Tac. Et donc, je vais faire ici un plot de x. Et c'est quoi les ordonnées de ces points x? Ben, les ordonnées de ces points x, je vais les obtenir à l'aide de mon polynôme interpole Lagrange. Voilà, interpole Lagrange, que je vais calculer bien sûr sur ces points x. À partir de quoi? Ben, à partir des points d'interpolation que j'ai définis dans les vecteurs x et grand y. Grand x, virgule, grand y. Là, bien sûr, je vais lui demander de m'afficher ce graphe. Et vous voyez que, au fait, hop, j'ai un graphe qui passe par mes points d'interpolation, qui sont là. Alors, il y a une partie du graphe que je ne vois pas, là, parce que tout simplement, je dois redimensionner mes axes. Donc ici, je vais revenir là. Et je vais prendre un axis. Voilà, au lieu d'aller de -2 à 4, il va falloir peut-être que j'aille à partir de -8. Voilà. Et encore, il faut que je descende peut-être encore un peu plus. Donc, on va partir à partir de -12. Voilà, -12. Voilà, c'est parfait. Et donc là, vous voyez que je lui ai donné donc 1, 2, 3, 4, 5 points de colocation. Et il m'a donc construit, il m'a généré l'ensemble des points du polynôme qui passe par ces 5 points. Comment il a fait ça? Ben, il l'a fait en calculant en fin de compte mon polynôme sur l'ensemble des points d'abscisse x. Et bien sûr, ce polynôme-là, il a construit comment? Ben, il l'a construit à partir des points de colocation grand X qui ont permis de construire les Lagrangiens et les Y qui, eux, viennent pondérer le Lagrangien pour construire le polynôme d'interpolation. Vous avez dit le polynôme, monsieur, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Allô? Oui, tout à fait. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, par ces 5 points-là, d'accord, ben, il existe un unique polynôme de degré 4 qui passe par ces 5 points. Donc, en fin de compte, vous voyez que là, vous vous dites, bon, alors, à quoi ça me sert? C'est ça la question. Ah ben, ça sert tout simplement à se dire, voilà, j'ai fait une expérience. J'ai relevé des points. D'accord? Et j'ai besoin de faire ce qu'on appelle des interpolations pour connaître des valeurs sur des points que je n'ai pas mesurés. Par exemple, ici, on n'a jamais mesuré ce qui se passe en 2. On n'a pas mesuré ce qui se passe en 2. Donc, comment je vais faire? Je vais dire que, voilà, de par l'interpolation qu'on a faite, la valeur que je peux associer à 2, c'est cette valeur-là qui est -5.11. Donc à 2. Donc ça veut dire que je vais monter un petit peu là. Hop. « 1,92. Voilà, là je suis par exemple ici. Là, je suis un peu trop haut. Là, je suis là. Et voilà, en 2.08, c'est un point qui ne fait pas partie de la mesure. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de valeur pour lui. Mais grâce à mon polynôme d'interpolation, je peux faire une estimation de ce que vaut l'ordonnée de ce point. C'est-à-dire ici, -3.0240.
Voilà. Alors, si vous voulez, on peut reprendre tranquillement ces deux fonctions, s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Et on va pouvoir attaquer peut-être un petit exercice pour faire en sorte que ça commence que vous commenciez un petit peu à mieux maîtriser en quoi consiste l'interpolation polynomiale. Voilà. On fait un petit break et on reprend. Déjà, une question par rapport au projet scientifique. Oui, On peut se mettre tout seul? On peut le faire individuellement, le projet? vous pouvez, il n'y a pas de problème. Impeccable. Ok. Donc, on se retrouve dans 10-15 minutes. Le temps de prendre un petit café. Et on reprend.